Donc ensuite, on en était à... Il y a deux matrices qui sont reliées par cette, sous la forme P-1 A, P égale B, autrement dit semblables. En fait, j'exagère un tout petit peu. Normalement, il faudrait plutôt dire A est semblable à B, c'est-à-dire différencier lorsque B s'écrit comme ça, et montrer que cette relation est une relation d'équivalence, donc qu'elle est symétrique. Donc dire que A est semblable à B, ça veut juste dire que B est semblable à A, et donc on peut dire A et B sont semblables, sans préciser qui est la première, qui est la deuxième. Ok? Bon, c'est toujours ça. Alors, remarque, relation d'équivalence, c'est une relation d'équivalence, oui. Voilà, bon, c'est toujours, et comment on démontre une relation d'équivalence, c'est toujours pareil. On prend l'identité pour la réflexivité, on prend l'inverse des matrices qu'on a obtenues pour la symétrie, de la symétrie pour obtenir l'autre côté, et pour la transitivité, on fait le produit des deux. Et donc c'est comme dans un groupe, hein, l'élément neutre, l'inverse, le produit. Calcul de puissance. Alors, cette relation de similitude est vraiment intéressante parce que si deux matrices sont semblables, le calcul des puissances tombe tout seul. B puissance k est égal à P-1, A puissance k fois P, puisque, alors ça c'est un truc que vous connaissez bien, parce que vous l'avez utilisé une fois en terminale, vous avez P-1 qui est égal à IN. Alors, attention, c'est pas des choses qui commutent. D'accord? En fait, c'est P, A, P-1, enfin c'est P-1, A, P, 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 etc. Et à chaque fois qu'il y a P-1 P à chaque côté, ils ont disparu, et il nous reste P, plein de A, des trous entre les deux, mais on s'en fiche, on resserre tout ça, et P à la fin. Ok? Donc ça se démontre, quand même, je pense. Et comment on démontre ça? Ah non? Il n'y a rien du tout. Rien du tout. La démonstration, elle se fait par... Bravo! Personne n'a dit par l'absurde? Si. Alors, soit E, un cas espace vectoriel de dimension n, A, B des matrices n-ième. Les matrices de A et B sont semblables si et seulement s'il existe des bases B, B', et U a une application linéaire, telle que A c'est la matrice de U dans la base B, et B c'est la matrice de U aussi dans la base B'. Autrement dit, A et B sont semblables si elles représentent la même endomorphisme dans deux bases différentes. Ok, alors comment est-ce qu'on va démontrer ça? Eh bien, on le démontre ça. En fait, exactement comme la démonstration pour les matrices équivalentes tout à l'heure. Si deux matrices étaient équivalentes, alors elles étaient la matrice d'un même endomorphisme dans des bases différentes. Vous prenez la même chose, vous conjuguez les mêmes, sauf que quand vous allez avoir P, donc vous allez prendre A, vous allez prendre U, l'endomorphisme canoniquement associé, vous allez vous mettre dans les espaces vectoriels. Ah ouais, alors là, on n'a pas le choix de l'espace vectoriel. Alors, soit elle est des matrices, bon, on s'en fiche en fait de l'espace vectoriel. On avait dit, donc, bon, ça, on va le faire dans E égale mn1 de k. Donc, on fait exactement ce qui se passe. On a Q qui va être égal à P comme tout à l'heure, en reprenant les choses de tout à l'heure, et donc on obtient le résultat qui donne la classe de similitude. Mais dans mn1 de k. Et on avait dit dans un autre endroit qu'en fait mn1 de k était isomorphe à n'importe quel espace vectoriel de dimension n en prenant une base de l'espace de dimension n et la base canonique enfin, de mn1 de k, puis de faire correspondre exactement en fonction des coordonnées en fait. Okay, donc c'est ça, on replonge après dans E. Ok? Alors techniquement, c'est surtout ça qui va nous intéresser. Donc il n'y a pas unicité du triplet B, B'U. Donc la stratégie, c'est voilà, c'est ce qu'on vient de dire, ça c'est ce qu'on a fait pour les classes de similitude. Donc on prend A, E, l'ensemble des matrices. Alors si on peut choisir E, on prend E, l'ensemble des matrices carrées de taille n, B, la base canonique de E, U, l'endomorphisme canoniquement associé à A. Donc on remarque que A fois XJ de la base canonique, c'est exactement la colonne J de A. D'accord? Je prends B' qui est en fait les colonnes, enfin qui sont les... donc là, une matrice P qui est donnée. Hein. Donc vous prenez les colonnes de la matrice P et vous dites en fait que les colonnes de la matrice P, c'est les écritures des vecteurs de la base B' écrits dans la base B. Ok? Comme tout à l'heure. Autrement dit, c'est le calcul P de x1 vous donne y1, P de x2 vous donne y2, P de xn vous donne yn. Et alors on remplace les calculs. Hein. Donc on a U de yj, peut-être que ça vaut le coup de l'écrire, enfin c'est écrit. U de yj, ça fait U de P de xj, c'est-à-dire
Alors U c'est l'application AX, donc ça fait A fois P de XJ, mais on sait que AP, alors on a B qui est égal à P moins 1 AP, donc si on multiplie tout par P, ça fait que P fois B est égal à AP, donc AP devient une faute, hein. Et puis le N il est pas au bon endroit, bon on va écrire, c'est n'importe quoi ça. Vous avez exactement ça? C'est pas ça que vous avez. Ah, très bien. Bon, on va le refaire. Donc, je reprends. Donc, les premiers points, c'est pas très problématique. C'est juste, vous avez la relation B est égal à... B est égal, visiblement, à... B est égal à... P moins 1 à P. Ce qui s'écrit aussi P fois B égale AP. L'avantage de cette deuxième relation, c'est que vous avez peut-être du tout à calculer P-1. D'accord? Des fois, on vous dira montrer qu'elles sont semblables avec la matrice P, par exemple. Vous faites ce calcul-là. Vous ne faites pas le calcul j'inverse P, ça me donne P-1, puis je fais P-1 fois A fois P, j'obtiens B. Donc, ce calcul-là, c'est des fois plus, vous avez pas inversé P et en plus ça rapide. Sauf que pour qu'il y ait équivalent, il y a quand même un truc qu'il faut dire, il faudrait dire que plus P inversible. C'est-à-dire l'existence de P-1 quand même. Ok? Donc, dans le cadre d'un cours où on connaît le déterminant, ça peut aller rapidement. Ok? Donc ça, c'est vrai. Alors maintenant, on fait le calcul U de XJ, là, U de YJ. Donc ça fait U de P de XJ. On a dit que U, c'était la multiplication par A, donc ça fait AP XJ. C'est encore AP XJ. Mais AP, c'est PB. Donc ça fait P de B XJ. Ok? C'est bon? Alors après, en fait, on aimerait revenir à YJ. En fait, la multiplication par XJ, c'est comme c'est x1, xn, c'est la base canonique, c'est exactement la jème colonne de B. Donc ça fait P multiplié par la jème colonne de B. Ok? Et la jème colonne de B, elle s'écrit somme. Oui, je ne sais pas trop si c'est intéressant ça. P fois la somme pour i variant de 1 à n des coordonnées en colonne J et ligne I de P fois la matrice EXI qui est ma base canonique. Voilà, c'est ça. Et maintenant, ceci étant un nom, je peux rentrer P dedans. Donc ça fait somme pour i variant de 1 à n des coordonnées en ligne I colonne J de PXI. Et PXI, c'est YI. Donc c'est là que c'est bon, hein. Tout à l'heure, là il est faux, hein. C'est faux, hein. YI c'est PXJ, hein. C'est bon, donc j'avais une double faute qui s'est décompensée, c'est horrible. Alors somme pour I variant de 1 à n de B I colonne J de YJ, ok, de YI, pardon. Ok. Et donc si on regarde la matrice, donc ça veut dire que, vous voyez, U, quand je prends les vecteurs de la base B', et que je regarde l'image par U des vecteurs de la base B', je trouve que ça me donne en colonne, en jème colonne, exactement la jème colonne de B, et ça correspond à son écriture sur la base B' encore. Donc ça, c'est exactement le fait qu'on ait ça, quel que soit J, ça veut exactement dire que la matrice dans les bases des Y', là, Y'1, etc., Y'N, de U, c'est B. D'accord? Ok, ça va? Vous avez corrigé où il y avait à corriger? C'est que des P-1, c'est tout. Il y a que ça à corriger? Ok, merci. Alors, soit A, la matrice 1, 2, 3, 3, 1, 2, je sais pas quoi, montrer que A est semblable à la transpositoire. Je crois qu'on l'avait fait, c'est Alexandre, je crois qu'il avait fait en prenant 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, je sais pas quoi. Ça marche tout ça. Je crois qu'on l'a fait cet exercice. En fait, on devrait le faire comme ça, mais je comprends. Alors, deux matrices semblables ont même trace. Ah, ça va pas, Léo? Ah bon. Deux matrices semblables ont même trace. Pourquoi? Oui. On a A et B sont semblables, on a B
D'accord? A égale B égale P moins 1 AP. On prend la trace de chaque côté. Trace de B égale trace de P moins 1 AP. Et on fait commiter P moins 1A avec B. Voilà, donc on fait une permutation circulaire. Donc ça fait trace de AP fois P moins 1, soit trace de A. D'accord? Donc c'est parce qu'en fait on sait que la trace de AB est la trace de BA. Donc de manière générale, si vous trouvez une fonction qui fait f de AB égale f de BA, à ce moment-là, elle est incapable de différencier les classes de similitude, enfin les éléments sur leur classe de similitude. Okay? Dès que ça commute en fait, dès que quelque chose rend les choses qui commutent. Alors on va en profiter pour définir la trace d'un endomorphisme. D'accord? Alors là c'est un petit peu subtil. On sait définir la trace d'une matrice, c'est tout simplement un calcul. Je prends une matrice, je regarde les éléments sur la diagonale, je les additionne, ça donne le même un nombre. Et c'est ce que j'appelle la trace. Alors comment ça peut marcher pour un endomorphisme? Le problème d'un endomorphisme, c'est qu'un endomorphisme, on va lui associer une matrice et une seule. Donc si je vais parler de la trace d'un endomorphisme, en fait j'ai devant moi plein de matrices potentielles. Heureusement, toutes ces matrices sont semblables, et comme toutes les matrices sont semblables, elles ont toutes exactement la même trace d'après le théorème qu'on vient de démontrer. Donc comme ceci est un invariant, on peut l'affecter à une directement. Ok? Donc soit U une application linéaire et B une base quelconque, hein. On appelle trace de U, la trace de U dans la trace de la matrice de U qui est dans la base B. Cette base B, c'est indépendant de la base B. Donc c'est une définition qui mérite une démonstration, qui est l'indépendance par rapport à la base. Donc je ne sais pas ce que j'ai écrit, disons, démonstration. Ok. Donc ici, on va démontrer l'indépendance par rapport à la base. Oui. D'accord. Si MB de U et MB' de U sont deux bases, sont deux matrices de U associées à U dans deux bases différentes, elles sont semblables et ont la même trace. Semblables. Ok? Alors, on a là aussi le résultat de la commutation des traces pour deux endomorphismes. Trace de U rond V égale trace de V rond U. Donc, comment il faut démontrer ça peut-être? Comment on démontre ça? Bon, on va prendre une base quelconque. Hein. Et on applique la formule. Donc ça marche tout seul. Donc, démonstration. Trace de U rond V. Donc, soit V, une base quelconque. Base de E. Égale la trace de la matrice dans la base B de U rond V. Alors on sait que celle-ci est égale à la matrice dans la base B de U fois la matrice dans la base B de V. Que la trace fait commuter au niveau des matrices, donc ça fait trace de la matrice dans la base B de V fois trace dans la matrice dans la base B de U. Soit la trace de la matrice dans la base B de V rond U. Soit la trace de V rond U. D'accord? Alors la trace est un invariant de similitude, c'est-à-dire une chose qui ne différencie pas les matrices dans leur classe de similitude. Ok? Donc la classe de similitude, ça veut dire si deux matrices sont semblables, alors elles ont la même trace. Okay? On verra que deux matrices semblables ont aussi le même déterminant, par exemple. De manière générale, les matrices semblables ont le même polynôme caractéristique, et en fait, elles ont les mêmes polynômes annulateurs. Okay. Tout ça, ça tombe tout seul. Hop.
Alors, si on regarde maintenant la trace d'un projecteur, puisque c'est pour résoudre l'exercice de maïs, alors, je vais encore il y a 15 jours. Donc, il faut calculer, il faut démontrer que la trace d'un projecteur, c'est son rang. En fait, c'est un nombre entier, c'est intéressant. Alors, comment est-ce que je fais pour calculer la trace du projecteur? P est un projecteur. Oui, exemple. On l'exprime dans la base adaptée à E qui est égale à l'image de P plus paire de P. Exactement. Donc en fait, on a déjà fait, si B est adapté, on peut choisir la matrice qu'on veut, si la base qu'on veut, si B est adapté à cette décomposition. On va avoir la matrice dans la base B de P qui va être égale à, on a dit, IR 0, 0, 0, où R est égal à la dimension de une de P, c'est-à-dire le rang de P. D'accord? Et maintenant, si je fais la trace de P, donc je vais obtenir la trace de cette matrice-là. Et donc, ça fait trace de IR, ça fait R. Et donc, ça fait rang de P. D'accord? Donc, la trace d'un projecteur est égale à son rang. Ok, je crois que c'est au programme de code, non? Je ne sais plus. Alors, démonstration. Voilà, donc pour aujourd'hui, on a regardé le lien entre les deux matrices, enfin, étant donné un endomorphisme U, qu'est-ce qu'on peut dire des matrices de U dans les bases B1, B2 et des matrices de U dans les bases C1, C2. Donc on a vu que dans le cas où on change les bases, on reste dans la même classe d'équivalence, et réciproquement. Si on est dans la même classe d'équivalence, c'est qu'on est dans une situation où on a changé les bases. Puis, si on s'est réduit à la situation des endomorphismes, la matrice va devenir carrée, n va être égale à n, et à ce moment-là, dans les endomorphismes, en règle générale, on prend les mêmes bases, B1 égale B2, C1 égale C2, ce qui nous donne en fait P égale Q, et donc ça donne la relation d'équivalence se transforme en la relation de similitude. Ok, ça nous a permis de définir la trace d'un endomorphisme et d'un projecteur. Voilà. Donc ça, c'est les exercices pour mardi et jeudi. Alors, le vote, ça va donner quoi? Hein? Bah si, Romain il a voté pour tout le monde, il a décidé. Faut voter par le téléphone? Ça dure combien de temps ça? Bon, donc le temps que vous fassiez ça, vous faites votre petit vote. Quoi? Vous attendez que ça arrive? Il y en a qui votent 2 fois, c'est normal? Ah mince, désolé. Et les SP, ils ont le droit de bourrer les urnes ou pas? Pas cette fois-ci? Ils sont pas assez actifs dans le groupe. Voilà, ils sont en mode... Ça y est, tout le monde a réussi à trouver le vote? Ah oui, tu veux ton téléphone. Parce que peut-être que certains votent pour le mardi, mais s'ils votent devant la main pour mardi, on va la gueule. Je peux sauter sur les gens, hein. Comme on l'a dit. Alors. Ah, ça c'est la tendance, c'est pas la tendance. Vendredi. Oui. Par rapport à la trace. Oui. Si on a une trace égale à 0, oui. Est-ce que ça veut dire que la matrice représente forcément une symétrie? Non. D'accord. Une symétrie quoi? C'est-à-dire une symétrie vectorielle? Oui. Non, non. D'ailleurs, je crois qu'on avait donné un exemple, non, d'une symétrie qui n'avait pas... Alors, on en a fait une avec aussi un moins 1, donc c'était symétrie, la trace était égale à... Enfin, comme ça, vous avez une trace égale à 0, oui, mais... on n'a pas fait x moins 2y, x moins 2y, je sais pas quoi. Qui était une symétrie, ça? Non.
Non, non, là, il n'y a pas de... Voilà. Les symétries des synchronisables, je trace égale à 0. Alors, la trace d'une symétrie, elle va être égale à trace de 2p moins in, s'il vous plaît, moins identité, donc ça va faire 2r, si r est égal à avant de p, 2r moins n. Oui, d'accord. Donc, c'est pas forcément égal à 0, tout dépend. Oui. Ça serait combien de temps, DS? Si c'est vendredi, ça fait 4. Vendredi à 74,4. Donc, 3 quarts de la classe quand même. Mais il y a combien de votes? 43 votes sur 49. Bon, n'attendez pas là, mais après. Bon, je peux pas la vendredi prochain un peu d'ailleurs. Alors, 43 votes. les autres, vous ne votez pas, vous vous abstenez? Vous n'avez pas de portable, vous êtes contre, vous n'avez pas la classe. Ça change rien. Bon, ok. Alors ensuite, on continue. D'accord, il n'y a pas de raison de s'arrêter en ce bon chemin. Si c'est vendredi, ça va, ça me laisse le temps de finir le cours quand même avant de l'ES. Enfin, on va faire un peu le rang quand même. Ok, il y a un gros théorème là, j'aimerais bien démontrer. Ça va pas? T'as eu le temps de. Pierre, c'est bon, t'as eu le temps d'exercice, des exercices? Ça va là-bas? Maxence a pris une photo, oui. Oui, voilà, c'est son rôle quand même. Voilà. Lequel? Tu vas faire le projecteur là, c'est ça? P rompu égale P complet, machin? Non, non, elle est la page gymnastique. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, très bien, excellent. Celui que quand on a mis au tableau, j'ai dit que tu fais pas ça. Exercice 500. Alors, c'est quoi? Soit est un endomorphisme de d'espace vectoriel de dimension 3 pour la mettre dans une base de données et 2 moins 1 moins 1, 2 moins 1 moins 1, 2 moins 1 moins 1. Donc, son rang à cette matrice-là, c'est quoi? 1. Comment vous voyez ça? 1. Les colonnes sont liées, alors, alors ça pourrait être rang 2, plus que liées, elles sont même égales. Il n'y a qu'une seule colonne qui définit toutes les autres, on peut le rendre 1. Donc ça veut dire que le noyau est de dimension 2, tous les coups. Montrer qu'il existe une base de E pour laquelle la matrice de F dans cette base soit 0, 0, 0, 1, etc. Okay. Alors, là il y a... donc, si j'ai... Donc, cette matrice 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, donc ça serait la matrice de U dans une certaine base B. De F. Donc l'idée, ça serait ici, vous auriez F de 1, F de 2, F de 3. Alors attendez, c'est pas la base canonique, F de 3, c'est une base quelconque. D'accord? F de 1, visiblement, son image vaut 0, donc E1 est dans le noyau. F de 2, son image égale 0, donc E2 est aussi dans le noyau. Si E1, E2, E3 forment une base, c'est une famille libre. Donc en fait, E1, E2, c'est une base du noyau. D'accord? On sait que le noyau vaut 2, donc c'est pas mal. Tout va bien. Alors après, il faut trouver E3. Ok? E3, en fait, ce qu'on voit, c'est que F de 3 vaut E1. En fait, là, il y a deux stratégies. Soit vous calculez, vous cherchez E1, E2, et après vous dites, je vais chercher E3, de manière à ce que F de 3 soit égal à E1. Donc vous faites une sorte de retour en arrière de F, ou une sorte de division. Enfin, c'est très pénible. C'est plus pratique de prendre E3 un peu au hasard, de lui appliquer F, de regarder ce que ça donne. Ça va donner un certain vecteur. Et probablement que ce vecteur-là, il va être dans le noyau. Parce que ici, la matrice F au carré, ça sent le 0, etc. Ok? Donc, on va faire ce calcul-là. Donc, on va plutôt chercher E3, qui nous donneront... Après, on prendra E1 qui va bien pour que F de 3 soit égal à E1. Et puis E2, on le prendra de manière à ce que E1 et E2 soient libres. Ça va? Et bien, c'est parti. Donc, en fait, dans la base canonique, nous, on sait que F... Alors, je sais pas... si je prends f du vecteur, alors la matrice dans la base B de f, c'est 2 moins 1 moins 1, c'est ça?
Ok? Donc, si je prends E3, je vais les appeler, je vais pas les appeler, je vais les appeler U1, U2, U3 et je vais appeler E1, E2, E3 ma base canonique comme j'en ai l'habitude. Ok, donc je vais prendre par exemple U3 égale E1. Donc c'est-à-dire 1, 0. Donc F de U3, qu'est-ce que ça vaut? F de U3, qu'est-ce que ça vaut? Alors, ça va valoir U1, mais c'est après, selon le résultat que je vais obtenir, je vais dire ça, je vais l'appeler U1. Donc, qui est ça? 2. Ok. Enfin, je vais l'écrire comme ça. 2 moins 1. Ouais, c'est pas grave. Ok, donc c'est 2. Je sais pas trop si c'est R3. Si c'est R3. Donc C'est les coordonnées. Alors, ah oui, alors j'ai des collègues qui font ça. Ils écrivent base B là. Ok, pour dire qu'on est dans la base 1, 2, 3. Ça va être B'. Ok, donc ici c'est 2E1 moins E2 moins E3. Tu as raison, c'est mieux, c'est comme ça qu'il faut l'écrire. Oui? Pourquoi est-ce que U3 il est égal à 1? C'est arbitraire. Tu peux prendre autre chose, tu peux prendre 2E3 moins 4E6 plus 20. Ça marcherait aussi, mais c'est un peu plus nul. C'est arbitraire. Là, c'est arbitraire. Ça peut ne pas marcher, hein, mais il faudrait. Ça peut pas marcher ça peut ne pas marcher si vous prenez par exemple, 1 moins 1, 0. C'est trop vite, mais vous avez pris directement dans le noyau, pas de bol. Ok, donc bon, ça va pas grave, vous allez en chercher un autre. Oui, Gaëtan. Moi j'ai marqué plus dans ma tête, j'ai l'impression que ce qu'il fait c'est qu'on a dit que B là c'était la base canonique. Parce que on a dit que U3 c'était 2 moins 1. Donc en fait, j'ai pris E3 égale U3 égale E1. E1 c'est mon premier vecteur de ma base B dans lequel écrit cette matrice F. Ok, et en fait ce E1 il s'écrirait dans la forme vectoriellement 1, 0, 0, enfin ou matriciellement 1, 0, 0 dans la base B en question. C'est pour ça que Jonathan m'a fait rajouter un B ici et il a eu raison. Parce qu'en fait, c'est dans la base B qu'on peut dire que c'est 1, 0, 0. D'accord? 1, 0, 0, c'est des coordonnées de ce vecteur-là. Dans la base B, c'est 1, E1, plus 0, 2, plus 0, E3. Et 2, moins 1, moins 1, c'est les coordonnées dans la base B, donc c'est 2, E1, moins E2, moins E3. Ça marche? Donc, alors je propose de l'appeler U1. On va mettre comme ça. Donc, par définition, je prends ce truc-là, U1. Et je vais regarder F de U1. Ok? Et donc, le calcul de F de U1, donc, normalement ça doit marcher, enfin si ça ne marche pas, tant pis, hein, parce que c'est arbitraire ici, donc il y a peut-être de la liberté. Donc, en fait, on fait le calcul matriciel, cette matrice-là, multipliée par la matrice 2, moins 1, moins 1. Donc, on va avoir 4, moins 2, 0. Moins 2 plus 1 plus 1, 0. Moins 2 plus 1 plus 1, donc 0. Donc 0 dans la base B, mais 0 dans toutes les bases, en fait. Ok, et maintenant je vais regarder F de. Alors il faut trouver un élément du noyau qui soit libre, enfin qui soit non collinéaire à ça, à lui là. Alors, je vous propose de prendre U2 égale 1 moins 1, 0 dans la base B. Puisque vous m'avez dit, toutes les colonnes sont les mêmes, donc si je fais première colonne moins deuxième colonne, ça me fait 0. D'accord? C'est ce qui se passe quand je fais. Quand je vais faire B multiplié, cette matrice-là multipliée par la colonne 1 moins 1, 0, c'est exactement comme si je faisais cette première colonne moins cette deuxième colonne. Ok? Question, est-ce que U2 est libre par rapport à U1, parce que tous les deux sont dans le noyau, j'aimerais bien que ce soit ça. Alors U1 il est là, U1 il est là. Est-ce que 1 moins 1, 0 et 2 moins 1, bon écrit dans la base B, mais écrit dans n'importe quelle base, c'est libre? Oui. Ok? Alors maintenant, a priori c'est libre avec celui-là aussi, parce qu'ils n'ont pas du tout la même image. Donc c'est fini. Donc la matrice. Donc la matrice, donc je prends B' égale U1, U2, U3.
la matrice dans la base B' de U, de F, c'est donc F de U1, c'est-à-dire 0, 0, 0, F de U2, c'est-à-dire 0, 0, 0, et F de U3. Alors attention, F de U3 veut dire, mais non, F de U3 c'est 2 moins 1 moins 1. Mais non, ça c'est dans la base B. Moi je veux l'écrire dans la base U1, U2, U3. Donc c'est bien 1 U1 et 0 U2 plus 0 U3. Ok? Donc j'ai répondu à la question. Maintenant on va vérifier le calcul avec la formule dont on a parlé avant la récré. Là. Donc ça fait quoi ça? Donc en fait il faudrait prendre la matrice P des coordonnées. Alors je sais pas, donc la plus simple c'est B' dans la base B. Hein. B' dans la base B, elle s'écrit visiblement. Alors U1 il est là, c'est-à-dire 2 moins 1 moins 1. U2 il est là, il vaut 1 moins 1, 0. Et U3 il est là, il vaut 1, 0, 0. D'accord? Elle est inversible, hein, parce que. Alors, si on inverse les colonnes, elle est inversible. Donc, ok, alors une fois l'inverse, P de B écrit dans B' écrit dans la base B, enfin B écrit dans la base B'. Donc, soit vous réussissez à faire l'inverse, c'est-à-dire écrire E1, E2, E3 dans la base U1, U2, U3. Alors en particulier, E1 il est facile à écrire dans la base U1, U2, U3. Les autres, c'est plus compliqué. Celui-là, peut-être qu'on peut s'en sortir. Sinon, on inverse. Quoi? Bah, à droite, il y a des 0. Alors, on peut le faire gauche Jordan, ou on peut le faire de manière un peu bourrin. Quand on va multiplier cette colonne, cette ligne-là, par les différentes colonnes, ok, on aimerait avoir 0, 0, 1. Ok, or, la multiplication de cette ligne-là par les différentes colonnes, avec les zéros qui sont là, ça va compter pour rien. Donc on aimerait que le moins 1 multiplié par ce nombre-là donne 0. 0, celui-là aussi, et celui-là donne 1, donc moins 1. Ok, ça va, c'est pas trop rapide. C'est filmé. Vous méditerez. Alors, ici on va avoir 0, 1, 0. Et quand on va multiplier par cette ligne-là, pareil, en fait, il ne va y avoir aucun impact sur... comme il va y avoir 0 ici, là, cette ligne-là, quand il va multiplier par les colonnes, ça ne va rien faire. Celui-là, on le connaît, et il y a celui-là. Alors, donc, on va faire, ça va faire moins 1 fois 0, on s'en fiche. Moins 1 fois un nombre, plus 0 doit donner 0, donc il nous faut 0 ici. Donc, moins 1 fois un nombre, on s'en fiche. Moins 1 ici fois un nombre doit donner 1, donc moins 1. Et puis, le dernier, donc on a... j'ai effacé, il y avait un moins là ou pas? Oui, il y avait un moins. Donc on a moins 1 par moins 1 ici, qui vont nous donner plus 1. J'aimerais avoir 0, donc il faut que je mette un 1 ici, pour qu'avec le moins 1 ici, ça fasse 0. Ça marche? Alors après, il reste la dernière situation, qu'on peut repenser aussi dans l'autre sens. Mais là, pour le moment, on va réfléchir encore comme ça. Donc on a 2 multiplié par 0, plus 1 multiplié par 0, plus 1 multiplié par quelque chose doit donner 1. Donc 1. 2 multiplié par 0, moins 1 doit donner plus 1 fois quelque chose doit donner 0, donc 1. Et 2 multiplié ici, on a moins 2, plus 1, donc ça fait moins 1, et on voudrait avoir 0, donc on se faudrait un 1 encore ici, si je ne sais pas. Voilà, donc ça a l'air d'être l'inverse. Oui, une faute? Ça aurait été... Non, c'est juste une question, ça aurait pas été mieux de faire le calcul P est égal à PB au lieu de calculer P-. De faire quoi, le calcul? Genre, de faire, au lieu de calculer P-1, on essaie de vérifier si P... Ah, bien sûr. Sauf que... attends. Donc ce que dit Adam, c'est que peut-être qu'au lieu de faire B égale P moins 1 à P, comme on a dit, il valait mieux faire PB égale AP. C'est ça, hein, pour vérifier. Bon, c'est vrai. Enfin, ça dépend ce qu'on veut faire. Mais bon, là, voilà, on a une trace du calcul. Bon, on va faire le calcul maintenant. Donc, alors, la formule qu'on doit avoir, c'est quoi maintenant? Donc, cette matrice-là, non, elle est où? Si, c'est celle-ci. Donc, on doit avoir 2, moins 1, moins 1, moins 1, moins 1, moins 1, moins 1. Alors, multiplié par quoi? Qui est P? Est-ce que c'est P? Est-ce que c'est P'? Vous vous rappelez? Donc, ici, ça, c'est les bases B dans la base B. Donc, ces colonnes-là doivent correspondre à celle qui est ici. Donc, ici, on va écrire P' dans la base B. Donc, 2, 1,
1, moins 1, moins 1, 0, moins 1, 0, 0, toc, toc. Et celle-là, 0, 0, moins 1, 0, moins 1, 1, 1, 1, 1. Alors, c'est parti. Alors, 4, moins 1, donc 2. Après, en fait, comme c'est toujours les mêmes colonnes, ça va être toujours pareil. Donc 2, 2. Alors ici, moins 2, moins 1, plus 1, donc moins 1. Monsieur Ah, dans l'autre sens plutôt. Ah, je me suis trompé de sens. Je veux... oui, normalement c'est plutôt dans le sens. Alors, bon, on va l'écrire. Alors, c'est la matrice dans la base B, B de U. Donc ce B-là, il doit correspondre à la matrice B de l'identité. Voilà, voilà la matrice B', B de l'identité. Voilà. Et ça, c'est la matrice P, B' dans la base B. Oui, c'est inversé. Pardon. Donc 2, 1, 1, moins 1, moins 1, 0, moins 1, 0. 0, 0, moins 1, 0, moins 1, 1, 1, 1, 1. Donc je reprends. Alors, donc 0, 0, moins 1, donc je vais chercher l'inverse de la dernière ligne, donc ça fait 1, 1, 1. Ensuite, ici, la dernière, j'additionne, donc ça fait 0, 0, 0. Et là, 0, moins 1, 1, donc je fais moins celle-ci, plus celle-là, donc ça fait 0, 0. Alors, donc on a un bloc de 0, là c'est facile. Et donc 1, 1, 1, donc ça veut dire qu'on additionne. Donc 2 plus moins 1, ça fait 0. 1 plus moins 1 plus 0, c'est 0. Et 1 plus 0 plus 0, c'est 1. Okay. Donc ça marche. Enfin, c'est compatible. Ok? Bon. Des questions sur cet exercice? Oui, Mathéo. Du coup, base de BP, on a bien affinité. Bien sûr. Autre question? En particulier, si vous prenez 2U3 par exemple, elle marcherait aussi. Enfin, oui. Oui, là, vous avez juste inversé la matrice en fait. Je sais pas où c'est là. De B, passant de B, B', B, B. Celle-ci, Ouais. c'est l'inverse de celle-là, ouais. Mais comment vous avez fait de cette Je fais une division matricielle. Mais c'est interdit. C'est interdit aux élèves. C'est des trucs pour les profs. Si tu deviens prof, je t'expliquerai. Ben, je me suis dit, bah tu regarderas le film. Coucou Théo. Alors, il y a... J'ai pas le temps de commencer le chapitre, donc j'ai corrigé l'exercice 490 qu'on n'a pas corrigé. Je crois pas qu'on l'ait corrigé, on devait le faire avec le tête de groupe 1 du TD. D'accord, il me reste 5 minutes, je crois pas que ce soit intéressant de commencer ça. Donc on va faire le 490. Ça marche? Donc, soit P et Q, deux endomorphismes, montrer que les deux propriétés sont équivalentes. P rond Q égale, alors P rond Q égale P et Q rond P égale Q. Et P et Q sont des projecteurs de E et quart de P égale quart de Q. Donc on va faire, j'espère que ça rentre en 5 minutes, je suis pas sûr. Alors, supposons un. Vous l'avez fait, c'est facile? Ah bon, alors ça va. Donc on doit montrer que P et Q sont des projecteurs de E et que le noyau de P est égal au noyau de Q. Donc P et Q sont des projecteurs, on va faire P carré. Donc P carré en fait c'est P rond Q rond P rond Q. Rond P. D'accord? Et en fait on sait que Q rond P est égal à Q. Donc ça fait P rond Q et donc ça fait P. Donc on a P carré égale P. Q carré égale Q rond P rond Q égale Q rond P rond Q égale Q rond P égale Q. Donc P carré égale P carré, Q carré égale Q carré, donc P carré égale P, Q carré égale Q, donc P et Q sont projecteurs, c'est des projecteurs. Ensuite, soit X un élément du noyau de P. Donc on va appliquer Q
à P de x. Et Q de P de x, par définition, c'est Q en fait, de x, c'est ça? Parfait, donc Q de P de x, ça fait Q de 0. Ça fait 0, mais c'est aussi égal à Q rond P de x, soit Q de x. Donc Q de x égale 0, donc x appartient au noyau de Q. P et Q jouent le même rôle, hein, donc de même. Du coup, voilà, de même, on montre que le noyau de Q est inclus dans le noyau de P. Donc 2. Ok? Alors maintenant, réciproquement, supposons 2. Et donc on doit montrer que P rond Q égale P et Q rond P égale Q. Alors comme tout est symétrique, si j'arrive à en démontrer un, ça me suffira. Alors P est un projecteur. Alors, ok, P est un projecteur. Donc on va avoir E qui va être égal à l'image de P plus le noyau de P, qui lui-même est égal au noyau de Q. D'accord? Donc on va regarder n'importe quel élément x. Soit x, un élément de E, il existe x1, il existe un unique type x1, x2, appartenant à l'image de P, le noyau de P, tel que x égale x1 plus x2. P de x, par définition, c'est x1. Et Q de x, ça fait Q de x1 plus x2, soit Q de x1 plus Q de x2. Et Q de x2, en fait, il est égal à 0, parce que x2 appartient au noyau de P qui est égal au noyau de Q. Donc Q de x est égal à Q de x1. Donc P de Q de x. Ah, c'est l'inverse, pardon. Excusez-moi. Et x1, c'est Q de P de x. Donc, ça sert à rien. Si, ça sert un peu. Donc, on a Q qui est égal à Q rond P, puisque ceci est vrai pour tout x appartenant à E. Ok? Et de même, en intervertissant P et Q dans la démonstration précédente, on obtient P égale P rond Q. Ok? Est-ce qu'il y a d'autres exercices qu'on n'a pas corrigés? Théo, c'est bon dans tout? Voilà, après il y en a qu'on n'a pas. Le 486, j'ai pas trop prévu qu'on le fasse, peut-être que je vais réfléchir un jour. Bon, après il y a de toute manière, on a des exemples encore jusqu'à jeudi matin. Hein. Jeudi matin, on fait encore de ça. Donc, ok. Le 3 égale U, on l'a fait avec le 2 groupes. Bon. Petite à montre. 28 minutes 20. On attend de faire quel exercice en 1 minute 20? Ah oui, il y a les... Ouais, c'est en 1 minute 20, ça va, non? Tu veux venir les faire? C'est quoi? Ah, quelle est la signature du 568? Et quelle est la signature de Sigma de 569? Les deux, non? 569, on l'a. Les deux au Ah. Alors 568. Donc il suffit de décomposer en produit de cycle et puis de faire la somme des machins. Donc 568, donc en fait vous avez sigma qui s'écrit 1, 5, 4, 2, c'est fini. 6, 9, c'est fini. 7, 8 et 3. Donc vous allez avoir la signature de sigma qui va être égale à moins 1 à la puissance 3 plus 1 égale 1.
C'est ça? Somme des LI moins 1. 567. Telle transposition montrer que l'application est une bijection de la 567 ou 9? Bon, 9 il est nul. 9 c'est le même. 7. Donc la bijection là, donc on prend phi, l'application de la sigma sous tau sigma. Vous remarquez que phi rond phi égale l'identité, donc phi en fait est une involution. Et une involution, c'est une bijection. D'accord? J'ai phi moins 1 égale phi, etc. En déduire le cardinal des AN, et ben, en fait, vous remarquerez aussi que phi transforme AN en l'autre. Donc si on prend AN', l'ensemble des sigma tel que la signature de sigma égale moins 1, vous avez phi en fait restreinte à AN est égale à AN'. Donc, comme phi est bijective, le cardinal de AN est égal au cardinal de AN', et on sait que la somme des deux cardinaux vaut factoriel n, donc ça vaut factoriel n sur 2. Et AN en fait, c'est le sous-groupe dit alterné de SL. C'est un sous-groupe qui a un usage très important en mathématiques. Hein. Ok? Voilà. Donc vendredi DS. Bon bah, voilà. C'est vous qui avez voulu. Hein. Guillemette, c'est vous. Hein.